Bienvenue à Washington. Demain, c'est ici qu'aura lieu l'investiture du 46e président des États-Unis. Au Capitole, là où siège le Congrès américain, là où voilà 2 semaines maintenant, une foule de militants protestataires a laissé éclater sa colère, celle d'une Amérique qui n'accepte pas le résultat de l'élection présidentielle du 3 novembre dernier et la victoire de Joe Biden. C'est cette victoire justement qui sera célébrée demain en l'absence du vaincu, Donald Trump. Une entorse au rite républicain, on n'avait plus vu ça depuis 150 ans ici aux États-Unis. C'est dire si le moment qu'on est en train de vivre est inédit, historique, pas forcément pour les bonnes raisons. En tout cas, ça crée des tensions là aussi inédites ici à Washington. La ville est bouclée, l'armée a déployé près de 25 000 membres de la garde nationale pour assurer la sécurité. Les ponts qui donnent accès à la ville sont fermés. Il n'est plus possible ou presque de traverser le Potomac, cette rivière qui sépare Washington de la Virginie voisine. Et ici, l'armée est déployée au long d'un large périmètre autour des bâtiments publics, emblème du pouvoir, et aujourd'hui menacé car il passe en de nouvelles mains. C'est justement au pied de l'un de ces ponts que l'on retrouve Mathieu Mabin pour France 24. Mathieu, demain, lorsque Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment, on craint de nouvelles tensions, de nouvelles violences ici à Washington. Oui, absolument, et c'est justement cette crainte qui a justifié ce dispositif de sécurité absolument colossal, absolument inédit, jamais vu dans la capitale américaine. Les habitants de Washington disaient ces derniers jours, on l'a entendu sur l'antenne de France 24, qu'il y a désormais plus de soldats américains autour du Capitole des États-Unis qu'en Afghanistan ou en Irak, et c'est vraiment la réalité. 25 000 hommes ont été mobilisés, vous l'avez dit, dont certains d'entre eux se trouvent derrière moi, sur ce pont qui donne accès à la 14e rue et qui pique tout droit sur le Capitole des États-Unis. Vous voyez l'obélisque derrière moi distinctement, à l'endroit où je me trouve, donc à l'entrée de ce pont, qui permet l'accès à la capitale fédérale, une patrouille conjointe de l'armée américaine, de la garde nationale, du Maryland, celle-là, et des policiers qui arrivent de l'ensemble des municipalités avoisinant Washington sont désormais mobilisés pour contrôler l'accès à la capitale. Car ce dispositif de sécurité que nous avons vu dans la ville n'est pas la seule stratégie mise en œuvre par la sécurité intérieure américaine. Le FBI a également recommandé que l'accès à la ville soit contrôlé, y compris par les aéroports. Je me trouve à quelques centaines de mètres de l'aéroport Ronald Reagan, où les agents du Homeland Security, les douaniers, ont comme consigne extrêmement stricte de repérer les éventuels agitateurs, les porteurs de casquettes rouges par exemple, ou quiconque voudrait s'approcher de la cérémonie qui aura lieu maintenant dans un peu moins de 24 heures pour perturber cette cérémonie. Réellement, l'attaque du Capitole du 6 janvier a contraint les autorités de la ville et les autorités fédérales à la plus vaste mobilisation de sécurité qu'on ait jamais observée pour une investiture. Les habitants de Washington, Mathieu, viennent de vivre 15 jours de folie après déjà 4 années de tension, j'allais dire quasi permanente. On peut tourner la page après ça. La vie politique, la démocratie américaine peuvent revenir à la normale. Et Mathieu Mabin, qui n'est visiblement plus joignable, on essaiera évidemment de le retrouver pour prendre conscience en tout cas de ce qu'il est en train de se passer avant d'en discuter avec vous dans un instant, Benjamin Haddad. Allons voir l'ampleur du dispositif déployé. Une zone verte, comme à Bagdad ou à Kaboul, protège désormais les lieux symboliques du pouvoir fédéral américain et empêche les badauds d'approcher. Un important dispositif militaire, je vous le disais à l'instant, a été déployé. Treillis et véhicules de combat un peu partout dans le centre-ville ici. Washington en état de siège. C'est un reportage de Fanny Allard et Mathieu Mabin. Washington, capitale fédérale des États-Unis, en état de siège. Depuis que la garde nationale et toutes les forces de police du district de Columbia ont été mobilisées, la vie autour du Capitole des États-Unis, c'est comme figé. Oui. Here in the district, things seem to be calming down. The environment is fluid, but at the same time, we're very confident in our ability to respond to anything. Been on several missions before. Nothing quite like this per se. I did respond to riots in the past in Baltimore, but I've never seen anything to the scale of this, or at least the amount of troops moving here. In the nation's capital, no, I never foresaw this. La police du Capitole, très critiquée pour sa gestion de l'attaque du 6 janvier,
est maintenant équipé de fusils d'assaut. Et les renforts militaires rassurent des riverains encore sous le choc. Même le secret de service, habituellement cantonné à la protection du président des États-Unis, est venu renforcer le dispositif. It's very sad. They should have been more ready and alert last week, of course, and that's a great mystery and very disturbing. Oui, est-ce que vous pouvez dire un mot d'eux, juste pour qu'on teste le son? The last time I saw soldiers here was at 9/11, when we were under attack from a foreign country. Now there's more soldiers here now than in Afghanistan, and it's because a group of Americans have attacked us. Plus de militaires américains autour du Capitole des États-Unis qu'en Afghanistan. C'est effectivement la réalité qui s'est emparée de la capitale américaine depuis que le cœur de ces institutions démocratiques est transformé en véritable camp retranché. Et on est avec Benjamin Haddad, à présent directeur pour l'Europe de l'Atlantic Council, un think tank, un sac de réflexion. Il y en a beaucoup ici à Washington. Benjamin Haddad, on est dans une ambiance un peu surréaliste ici dans la capitale américaine, comme tétanisé par une menace, un ennemi qu'on imagine pour la première fois venir de l'intérieur. C'est ça l'Amérique que Donald Trump lègue à Joe Biden? Oui, c'est une situation vraiment sans précédent. On voit beaucoup de checkpoints, on voit une capitale un peu assiégée avec des mesures de sécurité vraiment renforcées. C'est vrai que Joe Biden devient président au milieu d'une crise économique, sanitaire et identitaire, presque existentielle pour les États-Unis. On avait vu les manifestations raciales ces derniers mois et bien sûr l'assaut contre le Capitole le 6 janvier. Ça vous inquiète sur la capacité de ce pays à assumer demain son leadership au plan mondial, un leadership moral jusqu'à présent pour les États-Unis, après les images qu'on a tous vues évidemment du Capitole? L'Amérique peut-elle encore vanter son modèle avec autorité? C'est vrai que la question se pose, la question de l'exceptionnalisme américain sur la scène internationale se pose. La priorité de Joe Biden, ça va d'abord être de rassembler son pays, ça va être de lutter contre le Covid avec des mesures fortes qui seront annoncées dans les premiers jours, mais aussi bien sûr de mener la charge en faveur de la démocratie libérale sur la scène internationale, de réhabiliter le leadership américain avec les alliances. Il a fait campagne là-dessus, mais le maître mot à mon avis, ce sera celui de Tony Blinken dans son discours d'audition au Sénat, sera le mot humilité. Humilité vis-à-vis des alliés, humilité sur la scène internationale. Il faudra d'abord écouter avant de s'affirmer. Anthony Blinken, futur secrétaire d'État américain, puisqu'il va rentrer là en fonction. Joe Biden a prévu de marquer très vite les esprits, avec sans doute dès demain une douzaine de décrets présidentiels. Dans quel domaine, qu'est-ce qui va changer concrètement? Alors, deux priorités majeures pour Joe Biden. La première, il l'a dit dès la transition, c'est lutter contre le Covid et répondre à cette crise sanitaire sans précédent qui a tué près de 400 000 Américains. Son objectif, c'est de vacciner 100 millions d'Américains dans les 100 premiers jours et de faciliter l'accès aux soins, de faciliter l'accès aux tests avec notamment des remboursements et la gratuité. Mais aussi, d'abord, défaire certains des points les plus sombres de l'héritage de Donald Trump, le Muslim ban, c'est-à-dire cette interdiction d'immigration venant d'un certain nombre de pays qui sera annulée dès le premier jour, et la réintégration de l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. La fin du Muslim ban, la réintégration de l'accord de Paris, comme vous le dites, une approche aussi plus scientifique du coronavirus, ça suffit pour dire que l'Amérique revient dans le concert des nations et retrouve d'une certaine manière une forme de normalité? Non, je crois que la normalité, il faudra encore un petit peu attendre. On a vu des divisions très profondes dans ce pays. Si on regarde les sondages aujourd'hui, Donald Trump est toujours populaire dans l'électorat républicain. On a vu près de 140 représentants républicains voter contre la certification des résultats de l'élection, des théories du complot qui continuent à être très populaires auprès d'une partie de l'électorat. Donc ça mettra du temps avant de rassembler. Joe Biden peut le faire. C'est un modéré, c'est un vétéran de la classe politique américaine. Il a des amis chez les républicains. Il voudra s'adresser à tous les électeurs. Il l'a répété pendant sa campagne. Mais il y aura clairement des traces profondes qu'il faudra surmonter dans les prochaines années. Merci Benjamin Haddad, directeur pour l'Europe de l'Atlantic Council. En tout cas, vous l'avez compris, cette normalité, c'est dorénavant lui, Joe Biden, à qui il revient de l'incarner. Il sait qu'il a face à lui une Amérique divisée comme jamais. Peut-il réconcilier le pays, lui qui fut l'homme du compromis tout au long de sa carrière politique, ramener les Américains à leur glorieux passé tout en leur parlant d'avenir? C'est bien tout le défi auquel est confronté celui qui s'apprête à devenir le 46e président des États-Unis. Son portrait en images. Il est l'éternel revenant de la vie politique américaine. À 78 ans, le voilà président des États-Unis. Sa troisième tentative aura été la bonne.
Né dans la ville ouvrière de Scranton, en Pennsylvanie, c'est dans le Delaware que Joe Biden passe presque toute sa vie. 37 ans au poste de sénateur. Lorsqu'il est élu en 1972, tout lui sourit. Il a 29 ans, 3 enfants, une carrière prometteuse. Mais 6 semaines plus tard, il perd sa femme et sa fille dans un accident de voiture. I think suicide for many people is a rat. I can understand. I never went to the bridge. The closest I came, I'd get up in the middle of the night and go out and take out a bottle of scotch that was in there, and I'd sit at the table and I'd try to make myself. En 2008, Barack Obama le nomme vice-président. Les deux hommes passent 8 années côte à côte au sommet de l'État. En 2015, nouvelle tragédie. Son fils Beau meurt d'un cancer du cerveau. Dévasté, Joe Biden renonce à la primaire démocrate. En août dernier, il est enfin investi candidat de son parti pour l'élection présidentielle. Présenté comme consensuel et rassembleur, Joe Biden est apprécié pour son empathie. Sa ligne centriste, suivie auparavant par Barack Obama et Hillary Clinton, a été critiquée par ses adversaires pendant la primaire de son parti. Certains candidats, comme Bernie Sanders, lui reprochent de ne pas incarner le changement ou encore de ne pas aller assez loin dans ses positions contre le réchauffement climatique. Pendant la campagne, il profite de la crise du coronavirus pour imposer une image d'homme politique responsable face à un président contestant la dangerosité de l'épidémie. Une campagne entachée par des accusations de gestes déplacés de la part d'anciennes collaboratrices. Depuis son élection, Joe Biden continue de se poser en rassembleur. Il n'a cessé d'appeler à l'unité du pays, malgré les accusations sans preuve de Donald Trump et de ses supporters sur de supposées fraudes. Mais après l'invasion du Capitole par des militants pro-Trump, changement de ton, Joe Biden n'a pas hésité à pointer directement du doigt le président sortant, l'accusant de saper les fondements de la démocratie américaine. Et c'est lui, Joe Biden, qui deviendra demain 46e président des États-Unis en prêtant serment juste derrière moi sur l'estrade qui a été montée devant le Capitole pour cette passation de pouvoir un peu inédite ici en l'absence de Donald Trump. En tout cas, j'ai le plaisir moi d'avoir à mes côtés un visage familier. Vous le connaissez bien évidemment sur France 24. Ce visage, c'est celui de Sonia Dridi, notre correspondante ici à Washington. Bonjour Sonia. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump aux éditions du Rocher. C'est une biographie du président américain. On a vu Joe Biden ces derniers jours sortir de sa rondeur, de sa mollesse, disent ses détracteurs, pour taper du poing sur la table face aux émeutiers et face à Donald Trump. Surtout, on avait sous-estimé cette détermination chez lui, ou bien c'est la tournure qu'a pris la fin du mandat de Donald Trump qui l'a révolté comme beaucoup d'Américains. Alors je pense qu'on a sous-estimé sa détermination. Je vous rappelle que Joe Biden est d'origine irlandaise. On dit qu'il a un Irish temper, donc un caractère bien trempé. Et pendant toute sa vie, il ne s'est jamais laissé faire. D'ailleurs, pendant la campagne, il avait dit à un électeur qui le provoquait un peu, est-ce que vous voulez qu'on sorte et qu'on aille finalement jouer des coudes à l'extérieur de la salle? Venir en main. Voilà, d'en venir en main. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé qui veut être président depuis son adolescence. C'était sa 3e campagne présidentielle cette fois. Donc en effet, je pense que comme il fait beaucoup de gaffes, son image un peu léger, superficielle a pris le dessus. Vous avez enquêté auprès de l'entourage de Donald Trump, des gens qui l'ont épaulé tout au long de sa vie et de sa carrière politique. Quel terme le résume le mieux? La résilience? Tout à fait. Je pense que vraiment c'est la résilience, le terme qui le résume le mieux. En fait, dès son enfance, il a combattu le bégaiement en récitant des poèmes devant le miroir tous les soirs. Ensuite, il a vécu beaucoup de drames. Lorsqu'il a été élu sénateur à peine 30 ans, il a perdu quelques semaines après sa femme et sa petite fille de 13 mois dans un accident de voiture. Il a pensé au suicide, il a pensé à abandonner la politique. Il a prêté serment depuis l'hôpital où se trouvaient ses enfants. Déjà, la prestation de serment à l'époque était un peu inédite. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment la résilience qui le caractérise. Et puis aussi, je pense que c'est quelqu'un de très authentique. Vous connaissez bien, Sonia, évidemment, la vie politique américaine. Vous êtes correspondante depuis plusieurs années ici à Washington. On peut faire bouger l'administration fédérale, réformer l'Amérique lorsqu'on a passé 50 années de sa vie à tisser des compromis au Congrès? Oui, alors je pense que la grande force de Joe Biden, c'est vraiment d'avoir justement tissé des compromis pendant des dizaines d'années au Congrès avec les républicains qui le connaissent très bien. Et d'ailleurs, on
voit aujourd'hui que Mitch McConnell, qui est le leader des républicains au Sénat, a finalement pris un peu position ces derniers temps pour Joe Biden en demandant notamment à ce qu'il certifie sa victoire très, très rapidement. Ils doivent se rendre à la messe, un office religieux demain matin d'ailleurs, les deux hommes. C'est un signe de réconciliation, de rapprochement? Alors je pense que c'est un signe que Joe Biden va pouvoir, si ce n'est pas réconcilier l'Amérique, parce qu'il est extrêmement divisé ces temps-ci, apaiser l'Amérique, parce que c'est un centriste, c'est un homme du compromis et il sait parler aux personnes de l'autre camp. Il est vu comme le président d'un seul mandat, hein, il faut bien le dire. Beaucoup l'imaginent passer la main à Kamala Harris, sa vice-présidente. Il peut néanmoins, ou peut-être justement en raison de cette situation, laisser une trace dans l'histoire, Sonia. Oui, tout à fait. Je pense que depuis le début, on a tendance à un peu sous-estimer Joe Biden, qui lui-même aime se comparer à Franklin Delano Roosevelt, qui, comme lui, lorsqu'il a été élu président, eh bien, beaucoup le sous-estimaient aussi. Comme Joe Biden, c'est un ancien avocat qui a été décrit comme un socialiste par ses ennemis, ce qui est un gros mot ici aux États-Unis. Et finalement, on sait que Franklin Delano Roosevelt a eu un impact très fort sur l'Amérique, notamment avec le New Deal. Et je pense que Joe Biden peut avoir un impact très fort, qu'il peut y avoir des changements transformationnels parce qu'il va être aidé par cette conjoncture, parce qu'il prend les rênes de la présidence dans ces moments de crise économique, sanitaire, qu'il est bien entouré, qu'il est entouré de gens qui ont de l'expérience et qu'il est déterminé à avancer et notamment à mettre en place des mesures plus justes socialement et parce qu'il est poussé aussi à ce niveau-là par l'aile gauche du parti. Par l'aile gauche du parti et par une forme de consensus de la classe politique. On va assister demain à la présence évidemment de Barack Obama, ça c'est normal, c'était le président précédent avant Donald Trump et c'est lui qui a choisi Joe Biden comme vice-président. Bill Clinton, là aussi on s'y attend. Et puis il y a George W. Bush qui a tenu à être présent et qui d'ailleurs tout au long de la campagne présidentielle, on l'a senti pas vraiment derrière Donald Trump. Oui, tout à fait. Je pense que beaucoup de républicains traditionnalistes, modérés, ont été catastrophés de voir que Donald Trump a été leur candidat puis leur président. Et donc, même si, évidemment, ils ne souhaitaient pas un président démocrate, encore une fois, ils ont de l'affection pour ce Joe Biden qu'ils connaissent bien et ils savent qu'ils vont pouvoir négocier avec lui. Par exemple, Mitch McConnell, qui est le chef des républicains au Sénat, se moquait un peu dernièrement de Donald Trump, de Joe Biden, excusez-moi, ces dernières années, en disant qu'il parlait beaucoup, que quand on lui demandait l'heure, il vous disait comment la montre a été fabriquée, mais que c'est quelqu'un aussi qui écoute beaucoup. Et je pense que même si sur des sujets très sensibles, ça va être très compliqué de travailler avec les Républicains, sur des sujets plus consensuels, je pense ils vont réussir à avancer ensemble. Alors il y a eu une divine surprise pour Joe Biden, après une campagne difficile, sans doute déçu par le score aussi du 3 novembre, aussi bien pour lui dire que pour son parti démocrate. Il y a eu ces 2 sièges remportés en Géorgie lors d'un vote final qui a eu lieu au début du mois de janvier. Ça change quoi ça concrètement, Sonia? Alors c'est vraiment un soulagement pour les démocrates parce que grâce à cette majorité au Sénat, déjà ils vont avoir, c'est eux qui vont donner l'ordre du jour, ils vont pouvoir faire passer plusieurs lois grâce à la majorité, mais souvent il faut aussi 60 voix au Sénat pour faire passer des lois et on s'imagine que sur des dossiers assez compliqués comme l'immigration, comme le climat, ça va pas être aussi facile, les républicains pourraient faire de l'obstruction, donc je pense que vraiment c'est un soulagement pour les démocrates qui vont pouvoir faire passer un certain nombre de lois, mais qui vont être empêchées, il ne faut pas l'oublier, par les républicains sur des sujets qui sont beaucoup plus controversés. Alors on va aller en Géorgie dans un instant rejoindre Pierrick Laurent à Atlanta. Reste bien sûr que on va voir ce que va décider demain Joe Biden. On lui prête l'intention d'annoncer une douzaine de décrets présidentiels. On évoquait cela avec Benjamin Haddad il y a un instant. Vous pensez que le visage de l'Amérique va changer immédiatement? Alors, pas forcément immédiatement, mais je pense très vite. Je pense que très vite, il va y avoir des mesures fortes. Si les Américains ont leur salaire minimum qui passe à $15 au lieu de $7, si les vaccinations se font très rapidement, effectivement, je pense que très vite, on peut voir des changements majeurs aux États-Unis. Avec notamment Kamala Harris qui va faire basculer le Sénat. Elle en est la présidente en titre et avec sa voix, elle le fait basculer du côté démocrate. Ce sera elle la vraie star demain qu'on regardera sur cette tribune. Alors, je pense qu'en effet, elle qui est beaucoup plus charismatique et éloquente de Joe Biden, sera la star demain, mais je pense aussi que Joe Biden finalement a réussi à gagner le cœur des démocrates qui étaient peu convaincus ces derniers temps. Et on verra cela demain. Merci beaucoup Sonia Dridi. Il est 19h30 à Paris, vous êtes sur France 24, nous sommes à la veille de l'investiture du 46e président des États-Unis, Joe Biden, une cérémonie qui sera à suivre évidemment en direct sur l'antenne de France 24. À quoi ressemblera l'Amérique de Joe Biden? Eh bien on continue d'y penser, on a eu très peur
peur, il faut bien le dire, ces derniers jours que les États-Unis basculent dans une forme de guerre civile. Certains ont craint que Donald Trump n'applique la loi martiale. Eh bien aujourd'hui, on a Washington, la capitale fédérale, qui est quasiment en état de siège avec 25 000 soldats de la garde nationale déployés dans la capitale américaine, les ponts qui sont coupés avec la Virginie et de nombreux commerces qui ont barricadé leurs vitrines. Évidemment, ici, tout le monde a encore en tête les événements du 6 janvier dernier et l'invasion du Capitole par des hordes de supporters chauffés à blanc par Donald Trump lors d'un meeting à quelques mètres de là, devant la Maison-Blanche. Retour sur ces événements en images. Un déchaînement de violence sans précédent contre le temple de la démocratie américaine. Le 6 janvier 2021 restera gravé à jamais dans l'histoire des États-Unis. Début d'après-midi, Donald Trump s'exprime devant ses partisans à Washington. À quelques centaines de mètres de là, le Capitole, où le Congrès est réuni pour entériner la victoire de Joe Biden. Une élection volée selon Donald Trump, qui invite la foule à marcher sur le Capitole. On va descendre Pennsylvania Avenue, on va aller au Capitole et nous allons redonner aux républicains la fierté et l'audace dont ils ont besoin pour reprendre notre pays. Galvanisés par ce discours, ses partisans se dirigent alors vers le cœur du pouvoir législatif aux États-Unis, forcent la sécurité, cassent portes et fenêtres du Capitole et pénètrent dans le bâtiment. Plusieurs bureaux sont vandalisés, comme ici celui de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. La session du Congrès est suspendue, certains élus trouvent refuge dans leurs bureaux. Menacé de mort, le vice-président Mike Pence est lui emmené dans un bunker sécurisé. Il tente alors plusieurs fois de joindre Donald Trump, en vain. Le visage de ces Américains fait alors le tour du monde. Ils sont aujourd'hui entre les mains de la justice et risquent de lourdes peines d'emprisonnement. Bilan de ces violences, 5 morts, une manifestante et un policier à l'intérieur du Capitole et 3 personnes à l'extérieur. Le président élu Joe Biden prend la parole dans la foulée, le ton grave, et dénonce une attaque sans précédent contre la démocratie américaine. Sonne ensuite l'heure des responsabilités politiques. Pour les démocrates, cela ne fait aucun doute. Donald Trump a incité ses partisans à l'insurrection. Il doit donc être démis de ses fonctions au plus vite. Après le refus de Mike Pence d'invoquer le 25e amendement lui permettant de mettre fin au mandat du président, les démocrates, emmenés par Nancy Pelosi, déposent un dossier de mise en accusation. Donald Trump devient alors le seul président américain de l'histoire à faire l'objet 2 fois d'une procédure d'impeachment. Lors du vote à la Chambre des représentants, fait inédit, 10 élus républicains se joignent aux démocrates et votent en faveur de la destitution de Donald Trump, fracturant encore un peu plus le camp conservateur. Prochaine étape, au Sénat, où un procès doit être organisé. L'enjeu sera cette fois l'inéligibilité de Donald Trump. Environ 25 000 soldats de la garde nationale ont été déployés pour assurer la sécurité de la prestation de serment de Joe Biden. Une cérémonie d'investiture boudée par Donald Trump, du jamais vu aux États-Unis depuis 1869. Vous êtes sur France 24, on est à Washington à la veille de l'investiture du 46e président des États-Unis. Demain, Joe Biden deviendra le chef de l'État américain. On va continuer d'en parler dans un instant avec vous. Alexandre Cournol, vous présidez l'Union des Français de l'étranger ici à Washington. Mais d'abord, nous allons retrouver tout de suite James André qui est dans Washington. James, vous revenez justement de Richmond en Virginie. C'est la capitale de cet État situé juste à côté d'ici à Washington, là où les supporters de Donald Trump, certains en tout cas, s'étaient donné rendez-vous pour contester le résultat de l'élection présidentielle devant le Capitole de cet État. Alors, que vous ont dit ces supporters? Est-ce qu'ils étaient nombreux? Alors écoutez, c'est très intéressant parce que c'était un meeting qui a lieu tous les ans depuis 2002. Il s'agit en fait d'un rassemblement pour faire du lobbying en faveur des armes à feu. Et évidemment, une bonne majorité des participants à ces manifestations sont des soutiens de Donald Trump. Alors l'année dernière, selon certains médias, il y avait 22 000 personnes qui sont passées par ces manifestations. Et bien cette année, nous étions sur place et en raison des restrictions qui avaient été mises en place autour du Capitole de Richmond, notamment l'interdiction
l'interdiction du port d'armes par les autorités locales, eh bien les manifestants, pour la majorité, ceux qui étaient les plus, on va dire, les moins extrémistes en tout cas, ont décidé de faire une procession en voiture, une caravane de véhicules qui sont partis des 4 coins de l'État de Virginie pour converger vers Richmond et ensuite traverser la ville en voiture. Les organisateurs les avaient invités également à se promener aux abords du Capitole sans forcément briser les règles. Il y avait aussi un petit groupe d'extrémistes qui, eux, en revanche, alors vraiment, on pourrait dire une cinquantaine de personnes maximum qui, eux, sont allés effectivement au contact des forces de l'ordre au pied du Capitole. Mais les autres ont tous choisi de rester dans leur voiture. Et quand on leur parle, ils nous disent quoi? Ils nous disent pour la plupart, écoutez, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole. Donc ils cherchent à se distancier de ces extrémistes, de cette aile extrêmement dure pro-Trump qui a été jusqu'à effectivement attaquer le Capitole ici à Washington. Et dans le même temps, ils nous disent, écoutez, on est là, on va rester là pour les 4 années à venir. On va continuer à mettre la pression et à influer sur ce gouvernement. Les plus extrémistes, eux, bizarrement, ont fait le choix, eux, d'être juste à côté, effectivement, du Capitole. Mais ils ont parlé à la presse, ils sont restés calmes et eux ont clairement menacé de s'en prendre aux institutions si jamais il y avait des décisions, selon eux, trop radicales de la part de l'aile gauche du Parti démocrate. Merci James André pour ce reportage à Richmond, la capitale de l'État de Virginie, à quelques pas de Washington, la capitale fédérale où vous étiez et où vous avez rencontré ces supporters de Donald Trump, déçus évidemment, on l'imagine, du résultat de l'élection. On va justement se focaliser à présent sur l'un des États qui a concentré la colère de Donald Trump et de ses électeurs, c'est la Géorgie, où l'on retrouve Pierrick Laurent à Atlanta. Pierrick, on craint que les supporters de Donald Trump ne s'en prennent au Capitole d'Atlanta et à ses juridictions. Oui, effectivement, ici, dans la capitale de la Géorgie, vous le voyez, les forces de sécurité sont en nombre autour du Capitole que vous voyez derrière moi. La garde nationale a été mobilisée pour la Géorgie comme pour une quinzaine d'autres États. Alors tout cela a démarré il y a quelques jours lorsque le FBI a envoyé un mémo à tous les États américains pour leur dire que des attaques potentielles de milices d'extrême droite se préparaient contre les capitoles de chaque État. Alors finalement, au cours du week-end, absolument rien ne s'est passé. On a vu par endroits quelques dizaines de manifestants à peine. Aucune manifestation violente. Alors, est-ce que les autorités ont surestimé la menace actuelle? Écoutez, il est clair qu'après les images du Capitole de Washington, tous les gouverneurs de chaque État ne veulent pas prendre le moindre risque. Ils préfèrent mobiliser la garde nationale, déployer des moyens énormes avec des forces de police qui patrouillent tous les centres-villes des capitales régionales et être sûr de ne pas avoir de débordements et de violence plutôt que d'avoir d'éventuelles images similaires à celles qu'on a vues à Washington. Ici, effectivement, la menace était particulière parce que la Géorgie a concentré les tensions jusqu'à il y a quelques jours encore, puisque vous le savez, il y a eu 2 sénateurs démocrates qui ont été élus ici le 5 janvier dernier. C'était la veille des émeutes du Capitole. Et cette course, elle a été vraiment extrêmement tendue avec un Donald Trump qui est venu ici faire campagne, qui n'a cessé aussi de faire pression tout au long de la campagne sur les autorités locales pour qu'elles changent le résultat de la présidentielle. Bref, tout cela a fait que les autorités sont vraiment sur le qui-vive et vont le rester dans les jours qui viennent. Ah oui, Donald Trump s'en est pris au gouverneur de l'État, Brian Kemp. Il a fait même pression par téléphone sur le secrétaire de l'État de Géorgie, Brad Raffensperger. Ça a fait même l'objet d'ailleurs d'une diffusion dans la presse américaine. Mais du côté des électeurs démocrates cette fois, et notamment de la minorité afro-américaine de Géorgie, on s'apprête à célébrer l'entrée en fonction de Joe Biden, Pierrick. Écoutez, ça a été un grand soulagement et les Afro-Américains ont joué leur rôle ici, en particulier en Géorgie, dans cette course du Sénat qui va permettre aux démocrates d'avoir la majorité et qui va donc donner une certaine liberté à Joe Biden. Ils ont fait la différence sur cette course-là. Ils ont fait la différence aussi sur la présidentielle parce que la Géorgie, c'est un État qui, ces dernières décennies, votait toujours républicain. Mais la démographie change. Il y a ici environ un peu plus de 30% de la population qui est afro-américaine et qui a clairement fait la différence parce que depuis des années maintenant, le haut des démocrates, les responsables démocrates locaux font campagne pour que les électeurs afro-américains en particulier s'inscrivent sur les listes électorales et participent davantage aux élections. Et ça a vraiment fait la différence sur cette élection. Alors ici, effectivement,
On est très encouragé par le fait que ce soit Joe Biden qui arrive à la Maison-Blanche, qu'il ait une certaine marge de manœuvre dans son action. Cela dit, après les événements, vous savez, des manifestations de Black Lives Matter, la mort de George Floyd l'été dernier et la tension qui règne, eh bien, l'électorat afro-américain reste extrêmement prudent. Il y a des espoirs, évidemment, mais on sait que la tension, elle est extrêmement forte ici à Atlanta, en Géorgie, comme dans tout le pays. Merci Pierrick Laurent, en direct d'Atlanta. Donc, à mes côtés, je vous le disais, Alexandre Cournol, il préside l'Union des Français de l'étranger ici à Washington. Bonjour. Bonjour. Joe Biden s'apprête à prendre les commandes d'un pays profondément meurtri. La pandémie de coronavirus, elle a porté un coup grave à l'Amérique. Absolument, on l'a vu, il y a eu une cassure de cette société. On a eu des gens qui se sont affrontés, on a eu une vraie cassure au niveau même des familles. Beaucoup de gens malheureusement ont péri et on a vu une Amérique complètement divisée et ça a été un vrai drame pour l'Amérique. Ici, beaucoup d'Américains n'ont pas d'aide sociale et évidemment, eh bien, ils se retrouvent en difficulté lorsque l'économie est à l'arrêt comme c'est le cas actuellement. Et puis il y a eu des batailles très dures au Congrès. Donald Trump a bien failli ne pas ratifier le plan de relance de 900 milliards de dollars à destination des ménages américains. Absolument, ça a été un plan qui a été passé, qui a été un vrai soulagement. Chaque chèque qui a été donné à chaque famille était près de 2000 $ par famille, avec 500 $ pour chaque enfant. Ça a été un grand soulagement pour les familles américaines, mais ça n'a failli pas passer. Et c'est vrai que ça va être un des enjeux de la présidence Biden. Est-ce qu'on va pouvoir faire assez pour ces familles qui sont dans un désarroi assez incroyable? On a eu un affrontement un peu bizarre d'ailleurs à cette occasion, un peu à front renversé, puisque Donald Trump joue un peu les Monsieur Plus, en appelant effectivement les membres du Congrès à voter des aides supérieures à destination des ménages américains. Ce sont les républicains qui avaient la main sur le frein. Tout à fait. Alors, le président Trump a donc demandé au dernier moment d'augmenter les montants. Ça a été tout de suite repris par la chef de file Nancy Pelosi qui a demandé avec le sénateur Schumer de garantir donc ces paroles, et ça en est suivi un vrai blocage de Mitch McConnell au Sénat qui a donc entériné cette... Vous avez compris ce qu'il a cherché à faire Donald Trump franchement à ce moment-là? On l'a un peu perdu. Je crois que ça a été un peu du fouillis. Il y a eu d'abord non, et puis oui, et puis je pense que ça a été un des derniers essais afin de finir cette présidence sur une note positive pour essayer d'aider ces ménages. Je crois que ça a été absolument une grande désillusion. Quelle fin de mandat? Il a tout raté, Donald Trump. Je pense pas qu'il ait tout raté. Sur l'économie, on pourra en parler. Avant le Covid, il y a quand même eu des choses qui sont quand même réussies. Il y a quand même eu un taux d'emploi extrêmement bon avant le Covid encore. Maintenant, c'est clair et certain qu'il y a une cassure même au niveau des républicains qui, on le voit aujourd'hui, il y a un sondage qui est sorti chez Politico que plus de 20% des sympathisants républicains, eux aussi, ont une mauvaise image du président qui sort. Alors, Joe Biden, lui, il annonce un nouveau plan de relance, 1900 milliards de dollars, plus du double du précédent qui a déjà été difficile à arracher au Congrès. Sauf que là, cette fois, les démocrates sont majoritaires dans les deux chambres. Il entend suspendre les expulsions de logements. Il entend faire un moratoire sur le remboursement des prêts étudiants, porter aussi à 15 $ de l'heure le salaire minimum. C'est une vraie révolution ici aux États-Unis. Ça vous semble crédible? C'est possible, ça? Alors déjà, il faut 60 votes au Sénat. Il faut savoir qu'il faut donc 10 sénateurs républicains. Cela semble crédible. Oui, vous avez à New York, par exemple, dans l'État de New York et ici à Washington, un salaire minimum qui est proche de 15 $. Alors, est-ce que ça va être possible pour tous les États, notamment les États du Sud, qui, eux, ont des salaires minimums très, très en bas de 15 $? Ça va être très, très difficile et ce sera là tout l'enjeu de cette grande réforme qui est, vous l'avez rappelé, un énorme montant pour cette nouvelle présidence. Merci Alexandre Cournol, président de l'Union des Français de l'étranger ici à Washington, et un visage familier de nos téléspectateurs de France 24. Alors Donald Trump, justement, c'est désormais en Floride qu'il faudra aller le retrouver, à Mar-a-Lago, situé, vous le connaissez, le site de son club sportif, son fameux club de golf, devenu célèbre à force de déplacements présidentiels. Sur place, on retrouve Emmanuel Saint-Martin. Emmanuel, on sait quand arrivera Donald Trump?
Oui, on le sait, il arrivera précisément à 11h du matin ce mercredi. Il sera parti 2h, 2h30 avant de Washington. Il sera parti à bord d'Air Force One puisque il sera encore président à ce moment-là. Et vous savez que tout avion qui transporte le président s'appelle Air Force One. Et donc tout ça est timé et prévu pour qu'il arrive en étant encore président, que ça soit encore à bord d'Air Force One. Parce que vous savez, sinon, le principe c'est que l'avion change de nom, ne s'appelle plus Air Force One à partir du moment où son occupant n'est plus président, mais à 11h du matin, il sera encore en principe président. Ça sera donc le président Trump qui arrivera ici à Palm Beach et qui deviendra dans les minutes qui suivent l'ancien président Donald Trump et qui viendra rejoindre, comme vous l'avez dit, Mar-a-Lago, son fameux club privé ici très prisé de l'élite locale. Alors il a promis auparavant Donald Trump une cérémonie de départ, ce sera demain matin depuis la base d'Andrews d'où devrait décoller Air Force One. Il a envoyé des invitations, alors il autorise même les invités à venir à 5 personnes par invitation. Il a du mal à faire venir les supporters. Donald Trump, il veut vraiment créer un effet de masse demain. Alors, il n'y aura pas d'effet de masse parce que c'est une base militaire. Il veut effectivement avoir un peu de la vedette. Demain matin encore, montrer qu'effectivement il continue d'exister jusqu'à la dernière minute. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'on sait jusqu'à maintenant de son programme. Il a renoncé au grand meeting qu'il avait l'intention de faire il y a encore quelques semaines. On disait même qu'il allait lancer sa campagne pour le futur, etc. Il a renoncé à tout cela. Mais effectivement, il tient à être président jusqu'à la dernière minute et à avoir tous les apparats présidentiels. Vous savez qu'il est très attaché à ça, au défilé militaire, etc. Donc semble-t-il, il n'aura pas obtenu tout ce qu'il avait demandé de la part du Pentagone, mais il y aura bel et bien une cérémonie sans doute moins importante que ce qu'il aurait aimé, mais pour effectivement, d'une certaine manière, j'allais dire flatter son ego, en tout cas contenter son image de ce que doit être un président ici aux États-Unis d'après lui. Sur place à Mar-a-Lago et plus largement en Floride, un État qui a voté assez nettement d'ailleurs pour Donald Trump à la dernière élection présidentielle. Quelles sont les attentes de ses supporters, Emmanuel? Et puis, est-ce qu'on sait quels sont les projets de Donald Trump pour le futur? C'est la grande question, ces projets pour le futur. Alors, ces supporters, vous savez, ici, Palm Beach, c'est une ville extrêmement riche, mais paradoxalement, peut-être, c'est une ville démocrate. Donc, il a effectivement des supporters ici. On en a rencontré ce matin qui continuent jusqu'au bout de le soutenir, qui continuent de dire qu'il a été un excellent président, qui, pour beaucoup, continuent de dire qu'il a gagné, effectivement. Mais pour l'instant, il n'y a pas ni de manifestation, ni de quoi que ce soit de prévu, en tout cas, de manière importante. Ça peut venir, évidemment, de manière spontanée. Et pour l'instant, on ne s'attend pas à ce que ce soit ici en Floride qu'on voit le plus de ces manifestations pro-Trump. Ça sera sans doute dans d'autres États s'il y en a. Mais effectivement, ces projets, c'est la grande question. On parle de ces projets politiques. Ça, on verra si le Parti républicain le laisse avoir une carrière par la suite. Mais surtout aussi du business. Vous savez qu'il a des projets, notamment, il a fait parler de projets dans les médias, par exemple. Va-t-il ou non créer un média à son nom pour essayer de faire fructifier cette énorme base de supporters qu'il continue d'avoir partout dans le pays? Merci Emmanuel Saint-Martin avec nous en direct donc de Palm Beach en Floride, là où devrait donc demain atterrir l'avion de Donald Trump qui ne sera plus à ce moment-là président des États-Unis. À mes côtés, Tristan Cabello, docteur en histoire contemporaine, maître de conférence en civilisation américaine à l'université Johns Hopkins, ici à Washington. Merci d'être avec nous. D'abord, que vous inspire la manière dont Donald Trump quitte le pouvoir, ces grâces présidentielles qu'on attend pour cet après-midi? On l'accuse même pour certaines de les avoir monnayées auprès de leurs bénéficiaires. Il a quand même moins gracié que ses prédécesseurs. On parle d'une centaine de grâces. Barack Obama, c'était 330 grâces présidentielles au moment de son départ. Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie différence ici, mais c'est la fin d'un mandat présidentiel qui est complètement chaotique pour Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump n'est plus vraiment à la hauteur du Trumpisme, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on a vu le 6 janvier. C'est-à-dire un Donald Trump qui était complètement dépassé par ses supporters, qui n'arrivait plus à les maîtriser et qui surtout était complètement dépassé par leur enthousiasme. Et donc, moi, je crois
crois que le Trumpisme survivra à Donald Trump. Ça ne fait aucun doute. Les mouvements de populistes de droite ont toujours existé aux États-Unis. Par contre, Donald Trump n'existera peut-être plus beaucoup après la présidentielle. Donald Trump, pensez-vous, n'existera plus après la présidentielle? Est-ce que ses proches continueront d'exister dans les travées du pouvoir américain? Ce qui fait scandale ici, c'est que la NSA, l'agence de renseignement, a désigné comme avocat un proche de Donald Trump. Tout à fait. Alors Donald Trump a encore des relais dans le pouvoir américain, mais c'est vrai qu'il est de plus en plus lâché, particulièrement par les sénateurs, par beaucoup des représentants, et donc il y a un pouvoir politique, j'ai envie de dire administratif, qui n'est plus vraiment là pour Donald Trump, et il aura beaucoup moins de relais. Par contre, encore une fois, son mouvement, le mouvement qu'il représente, c'est-à-dire le mouvement de la droite, un peu plus conservatrice que le Parti républicain, sera toujours là, ça c'est sûr. Qui pour la récupérer justement cette base? On a parlé de Ted Cruz, le sénateur du Texas, qui avait été d'ailleurs l'adversaire de Donald Trump pour l'investiture en 2016, qui avait appelé les électeurs républicains à voter selon leur conscience, on croit rêver. 4 ans plus tard, c'est l'un des plus fervents supporters de Donald Trump. Oui, tout à fait. Alors il y a toujours quelqu'un, en fait, tous les 20 ans aux États-Unis qui récupère cette droite un peu plus conservatrice que la droite du Parti républicain. Il y a eu Goldwater dans les années 60, il y a eu ensuite Reagan dans les années 80, il y a eu Donald Trump maintenant. Et donc Ted Cruz, je pense, est tout à fait très bien placé pour prendre la succession de Donald Trump pour ce segment du Parti républicain qui n'est pas du tout représentatif, mais très vocal, encore une fois. La conduite de Donald Trump, elle justifie, d'après vous, cette seconde procédure d'impeachment que les démocrates instruisent à son encontre. Pourquoi faire? Pour l'empêcher de se représenter à nouveau? Alors sans aucun doute, il faut quand même rappeler que Donald Trump a appelé à cette rébellion au Capitole. Il en est tout à fait responsable, et donc là je crois que Nancy Pelosi fait quelque chose de très bien en tentant de l'empêcher, encore une fois. Bien évidemment, c'est simplement pour l'empêcher de se représenter en 2024. Mais ça prendra combien de temps? Ça va prendre au moins 6 mois, mais en 2024, en tout cas, il ne pourra plus se représenter s'il est empêché, mais il y aura quelqu'un qui prendra sa succession, c'est sûr. Donald Trump prétend qu'il a réduit les inégalités raciales aux États-Unis avec l'augmentation des salaires, de l'emploi, la réforme du système judiciaire aussi. Vrai ou faux? C'est tout à fait faux. Donald Trump a produit un nombre de tweets racistes tous les jours. Et c'est quelqu'un qui est très peu apprécié de la communauté afro-américaine. Alors maintenant, il est vrai que les succès économiques de Donald Trump ont bien sûr aidé les afro-américains et d'ailleurs toutes les communautés aux États-Unis. Mais bien sûr, ces inégalités raciales structurelles ont été révélées par la crise du Covid. Tristan Cabello, très vite, il y a un personnage qu'on regardera particulièrement demain, c'est Kamala Harris. Elle va avoir un rôle particulier dans la future administration, au-delà de simple fait qu'elle sera vice-présidente? Absolument. Alors Kamala Harris, c'est tout à fait la représentation des États-Unis tels qu'ils sont aujourd'hui, multiculturelle, elle ne vient pas du sérail, et puis elle est un peu ambiguë, c'est-à-dire qu'elle est conservatrice et aussi progressiste, et donc tout à fait représentative de ce que sont les États-Unis aujourd'hui. Merci Tristan Cabello, docteur en histoire contemporaine et expert en civilisation américaine à Johns Hopkins University. C'est la fin de cette édition spéciale avant une grande édition, une grande page. Ce sera demain, l'investiture présidentielle de Joe Biden à suivre en direct, 3 heures d'antenne, en live comme on dit ici depuis Washington. Vous verrez avec nous le nouveau président américain prêter serment. Ce sera à suivre depuis Washington sur France 24. On se donne rendez-vous demain.